Cet avion est un F-16 Fighting Falcon General Dynamics. C'est un appareil exceptionnel à tout point de vue. Quand il a été mis en service en 1979, il était ce qu'il y avait de plus moderne en termes d'aviation militaire. Il représentait le point culminant de plusieurs années de progrès technologiques, mais son utilisation prévue ressemblait un peu à un pas en arrière dans l'évolution des avions de chasse. En fait, le pilote aux commandes de ce F-16 est très différent des pilotes de chasse d'aujourd'hui. Bien plus que de cet homme, car tous les deux pilotent des avions remarquables au combat, mais qui sont en même temps de bons appareils d'attaque au sol. Quand l'Amérique s'est engagée dans la Deuxième Guerre mondiale, elle a dû affronter des appareils tels que le Focke-Wulf 190 allemand et le Zero japonais. Ils étaient légers et très agiles, ils se sont avérés très difficiles à combattre. La meilleure arme américaine face aux chasseurs ennemis a été sans aucun doute le P-51 Mustang. À l'origine, il avait été conçu pour répondre à une demande britannique. Le P-51 est devenu un chasseur à grand rayon d'action et armement lourd, très performant. Il s'est battu avec succès, aussi bien en Europe que dans le Pacifique. Les dernières versions, avec leurs verrières en forme de bulle, avaient une excellente visibilité. Ce sont elles qui ont donné à l'Amérique la supériorité aérienne sur le Japon. Le Mustang n'a jamais été aussi agile que le Zero, qui était bien plus léger, mais les pilotes américains ont su utiliser sa vitesse, sa puissance de feu et son agilité pour arriver à des résultats. L'Amérique, comme les autres pays en guerre, a étudié la propulsion à réaction bien avant la fin de la guerre. Les premiers moteurs à réaction n'étaient pas très puissants et il en fallait au moins 2 pour propulser un appareil. Ce n'est qu'après la guerre que le niveau de développement des moteurs à réaction a permis de réaliser des monomoteurs. Les moteurs à réaction avaient fait des progrès énormes, mais la forme des appareils qu'ils devaient propulser n'avait guère évolué. Par exemple, ce Republic F-84 Thunderjet avait une voilure et un empennage conventionnels comparables à ceux des appareils de la Deuxième Guerre mondiale. North American Aviation, l'entreprise qui avait conçu le Mustang, a proposé une forme nouvelle. Il faut dire qu'à la fin de la guerre, ils avaient eu accès à des études allemandes et qu'ils étaient arrivés à cette conclusion qu'un appareil avec une voilure en flèche était plus rapide tout en conservant une bonne stabilité.
Il y a eu beaucoup de problèmes à résoudre à basse vitesse, mais ils l'ont été. Le F-86 Sabre a été un excellent appareil. Avec sa maniabilité à grande vitesse et sa puissance de feu, il a avantageusement remplacé le P-51. L'Amérique n'avait pas le monopole de l'aile en flèche. La Russie, comme les États-Unis, a fabriqué juste après la guerre des jets à voilure classique. Mais la Russie, comme les États-Unis, a eu accès aux études allemandes sur les ailes en flèche. Le plus tristement célèbre de ces appareils soviétiques est le MiG-15. Le choc a été considérable en Occident quand il est apparu dans le ciel de Corée en 1950. Si les pilotes américains sont arrivés à abattre les MiG dans un rapport de 10 contre 1, c'est surtout grâce à leur habileté. C'est l'association des hommes et de leurs machines qui a permis de remporter la victoire, mais le temps jouait contre le sabre. Au début des années 50, les Américains considéraient que le premier rôle de leur aviation de chasse était la destruction des bombardiers soviétiques nucléaires à grand rayon d'action. Dans ce cas, les meilleures armes ne sont pas les mitrailleuses, comme en avait le sabre, mais des roquettes tirées en salve dans l'espoir qu'au moins l'une d'entre elles atteindra et abattra le bombardier visé. On a développé des missiles air-air et air-sol qui sont devenus de plus en plus sophistiqués, et les chasseurs ont fini par ne plus être que des plateformes de tir de missiles. Les chasseurs devaient pouvoir voler plus vite et plus haut, mais leur maniabilité n'était plus un problème. À la moitié des années 60, les États-Unis ont engagé leur aviation au Vietnam et ils ont utilisé leurs chasseurs bombardiers pour des missions d'attaque au sol, mais pas pour des combats. Avec l'entrée en scène des MiG nord-vietnamiens, les chasseurs bombardiers américains avaient beau être plus rapides et plus modernes, ils n'étaient pas assez maniables pour les abattre. Pourtant, ces MiG n'avaient guère évolué depuis la guerre de Corée 15 ans plus tôt. Autre complication au Vietnam, les pilotes américains devaient voir et identifier de près leurs cibles avant de tirer. Cela voulait dire que les missiles à grand rayon d'action, à longue portée, développés pour attaquer les bombardiers soviétiques, étaient inutilisables. La solution est venue de la Navy. Elle avait dû, elle aussi, développer des plateformes de lancement de missiles très rapides. Et pour ces missions, elle se servait de McDonnell Phantom et de leur énorme puissance ascensionnelle.
Le Fantôme n'était pas un vrai chasseur de combat, mais sa vitesse et sa maniabilité en ont fait une bonne réponse au MiG. À la fin des années 60, la Navy et l'Air Force ont mis en route chacune de leur côté des programmes pour répondre à l'absence de chasseurs à très grande maniabilité. En développant un appareil qui puisse répondre à deux types de besoins différents, la Navy a une approche sophistiquée mais onéreuse du problème. Le Grumman F-14 Tomcat avait besoin de 2 hommes d'équipage, mais ses ailes à flèches variables lui permettaient de s'adapter à tous les types de missions. Avec ses ailes repliées en configuration delta, il volait très vite et grimpait rapidement. Avec ses ailes dépliées, il était plus maniable et malgré sa taille, se manœuvrait mieux qu'un avion plus petit. En plus de toutes ces possibilités, il remplissait parfaitement son rôle essentiel de chasseur de protection de la flotte. C'était un appareil capable de lancer avec une grande précision des missiles guidés à longue portée contre toute menace aérienne mettant en danger la flotte sous sa protection. L'Air Force, qui avait des besoins moins diversifiés, s'est tourné vers le F-15 Eagle de McDonnell Douglas à aile fixe. Ce chasseur monoplace à haute performance était sans doute le meilleur avion de combat, mais son prix a empêché de le fabriquer en aussi grand nombre que le modèle équivalent utilisé à l'Est. L'Amérique avait un réel besoin d'un chasseur à la fois très performant et économique pour être fabriqué en grand nombre et faire face à la menace soviétique. Le 6 janvier 1972, le département américain de la Défense lance un appel d'offres pour un appareil de ce type. Neuf sociétés répondent à l'appel d'offres et 2 vont rester en compétition, Northrop et General Dynamics. Northrop, en collaboration avec Douglas, propose un chasseur léger, biréacteur, avec 2 dérives séparées. Il rappelle le F-15, mais en beaucoup plus petit. L'Air Force donne à ce projet le nom de code YF-17 et en commande 2 prototypes. Le projet General Dynamics avait un seul réacteur de même type que celui utilisé sur le F-15 Eagle biréacteur. C'était pour l'Air Force une simplification en termes de pièces détachées. La plupart des derniers projets occidentaux prévoyaient tous 2 moteurs par mesure de sécurité. Mais General Dynamics était très sûr de la qualité du réacteur F-100 Pratt & Whitney. L'Air Force en commande également 2 prototypes, nom de code YF-16. Terminé en janvier 1974, le premier YF-16 est aussitôt transporté à la base Edwards. Il vole officiellement pour la première fois le 2 février. Une série d'essais comparatifs avec son concurrent, le YF-17, vont commencer.
L'avion Northrop, le F-17, est terminé en juin 1974. Après des premiers essais, il va voler avec le F-16 General Dynamics. Cet affrontement était une des épreuves qui va permettre de désigner le vainqueur de ce qu'on appelait le concours pour le meilleur avion de combat. Les performances globales du F-16 ont convaincu le département de la Défense. Le 9 avril 1975, 15 appareils de pré-production sont commandés. La commande totale envisagée était de 650 appareils sur plus de 5 ans. Mais le projet Northrop était loin d'être mauvais. Il n'a pas été accepté, mais McDonnell Douglas a poursuivi son développement jusqu'à arriver au F-18 Hornet, qui est maintenant en service dans la Navy. Les deux constructeurs surveillaient aussi le projet de remplacement du F-104 Starfighter qui se faisait vieux et qui équipait plusieurs armées de l'OTAN. L'argent à gagner dans cette affaire en faisait le marché du siècle. Le Salon du Bourget, en mai 1975, est une occasion idéale pour démontrer les capacités du F-16 à ses possibles clients européens. Aux mains de Neil Anderson, le chef pilote d'essai de General Dynamics, le chasseur ultra léger, peint en bleu, blanc, rouge, fait frissonner la foule. Il impressionne également les experts qui travaillaient depuis longtemps sur un chasseur européen de remplacement. Cet appareil devait être économique, mais également performant. Un appareil capable de faire face à la puissance aérienne du pacte de Varsovie. En dehors de sa performance au Salon de l'aéronautique, il est probable que 4 armées de l'air avaient déjà pris leur décision et moins d'un mois après, 306 appareils seront commandés. Un système de coopération pour les produire va fournir du travail à une vingtaine de constructeurs des deux côtés de l'Atlantique. La quantité d'appareils commandés a fait tourner à plein l'usine General Dynamics de Fort Worth. Le premier F-16A monoplace sort de chaîne en décembre 1976. Pour General Dynamics, c'était la justification de ses investissements et de ses recherches. L'idée d'un chasseur multinational était désormais en route. Le secret du succès du F-16, c'est l'association d'une série de technologies de pointe, utilisé pour la première fois sur un avion de combat, et d'autres techniques parfaitement au point, comme son moteur F-100. L'idée de General Dynamics d'un appareil de grande qualité mais monomoteur a payé. Le F-16 était équipé d'un nouveau système pour réduire les effets des accélérations sur les pilotes. Le siège était incliné à 30 degrés vers l'arrière, comme ce siège de démonstration. De cette façon, le stress et la fatigue étaient réduits et en plus les pilotes dans cette position avaient l'impression de faire corps avec leur appareil. L'ergonomie du poste de pilotage a été conçue pour que toutes les informations soient facilement disponibles.
Avec le système de vision tête haute, les données du système de visée étaient projetées sur la verrière devant le pilote. De cette façon, il n'avait jamais à baisser les yeux vers son poste de pilotage en phase de combat. Toutes les commandes manuelles se maniaient du bout des doigts. Le F-16 avait aussi un radar très moderne pour son système d'armes. Une de ses caractéristiques les plus astucieuses était sa verrière en un seul morceau. General Dynamics considérait que, comme sur le Mustang et le Sabre, c'était très important, car une bonne visibilité est un plus qui peut suffire à donner l'avantage sur un adversaire. La partie avant de son fuselage et le raccordement de ses ailes à la cellule donnaient au F-16 une portance supplémentaire et un meilleur contrôle latéral. La phénoménale maniabilité du F-16 qui permettait à ses pilotes d'éliminer tous les autres appareils est le résultat de l'association de deux techniques nouvelles. D'abord, le fly-by-wire, un système électrique de commande de vol, sans câble et sans hydraulique, et puis un système de stabilisation de son centre de gravité. Ces deux innovations, associées à l'équipement électronique et au pilote automatique du F-16, en faisaient un appareil tout à fait exceptionnel. Une bonne cadence de rotation est essentielle pour un chasseur moderne. Sa capacité à atterrir, à refueler, à subir de petites réparations et à être réarmé dans un minimum de temps est essentielle. Les ingénieurs General Dynamics y ont pensé en concevant le F-16. Pour accomplir ses missions de chasseur de combat, le F-16 était équipé d'un canon M61. Il pouvait aussi emporter des missiles et toute une étonnante batterie de systèmes d'armes. Cette idée d'un avion de chasse multinational a permis aux industries aéronautiques des 4 pays européens qui y participaient d'y trouver leur compte. Une procédure de sous-traitance, de licence et d'assemblage final prévoyait que 10% des composants de tous les appareils devaient être produits en Europe. Les pays européens devaient aussi participer aux bénéfices des ventes faites plus tard à d'autres pays. Mais la principale ligne d'assemblage du F-16 se trouvait dans l'usine General Dynamics de Fort Worth au Texas. L'importance du programme a obligé à mettre au point cette ligne d'assemblage avec des modèles réduits qui permettent de comprendre la complexité du travail.
La production et l'assemblage ont été lancés à Fort Worth en même temps que la fabrication des composants en Europe. Les premiers F-16 de production sortent d'usine en août 1978 et ils commencent aussitôt leurs essais de pré-homologation. L'US Air Force reçoit son premier F-16 en janvier 1979. On l'appelle désormais le Fighting Falcon. Les armées de l'air des autres pays de l'OTAN ont reçu leurs appareils dans les semaines qui ont suivi.
D'autres pays se sont montrés intéressés par le F-16. L'Iran en avait commandé 160 en 1979, mais les États-Unis ont annulé cette commande quand le Shah a été renversé. 79 de ces appareils seront livrés à Israël. Le F-16 était en train de devenir l'avion de chasse standard dans tous les pays qui n'avaient pas de production nationale. Et mis à part l'option mono ou biplace, les F-16 étaient tous à peu près les mêmes. Il y a eu deux exceptions qui ne seront jamais fabriquées, mais qui ont permis de réaliser des recherches intéressantes et de démontrer une fois de plus les qualités du F-16. Un F-16 standard a été équipé du système AFTI. Ce sont les deux grandes dérives fixées à la partie inférieure des admissions de ces réacteurs et qui touchent presque la piste. Un ordinateur qui agit en même temps sur ces autres surfaces de contrôle permet à ce F-16 de se déplacer véritablement de côté. Cet avion de chasse, déjà très maniable, le devient encore plus. Ce système était purement expérimental, il ne sera probablement jamais fabriqué en série, mais il peut être très utile sur les prochaines générations d'avions de chasse. Autre évolution du F-16, le XL, qui avait une aile delta en flèche à la place de la voilure et de l'empennage d'origine. Le XL avait une plus grande capacité d'emport et un meilleur rayon d'action. Cette transformation est uniquement expérimentale, mais si on l'adoptait, il serait possible d'améliorer le F-16 sans toucher à son fuselage. La base Hill de l'Air Force, située dans l'Utah, a été la première à disposer de Fighting Falcons. En période d'entraînement, le trafic est considérable. Au fur et à mesure que les équipages se familiarisent avec leur nouvel appareil, ils s'aperçoivent très vite que cet excellent chasseur de combat est également un très bon appareil d'attaque au sol.
Il n'y a donc rien d'étonnant qu'en 1981, le Tactical Air Command ait choisi son F-16 pour participer au concours de bombardement tactique à Lossiemouth en Écosse. La compétition devait permettre de comparer les capacités d'attaque au sol des chasseurs britanniques et américains. À cette époque, le meilleur appareil britannique était le Jaguar. Le F-111, un bombardier tactique à aile en flèche qui sortait de la même écurie que le F-16 et qui avait été engagé au Vietnam, a aussi participé à la compétition. En compétition également, le Buccaneer, un bimoteur britannique, un vétéran, un bombardier d'attaque navale désormais utilisé par la Royal Air Force. Ces trois avions étaient d'excellents appareils et l'avaient prouvé. C'est le F-16 qui a remporté la compétition, même contre le Jaguar conçu pour l'attaque au sol. La compétition ne se limitait pas à un concours de précision de bombardement. Elle concernait tous les aspects du combat. La navigation, la cadence de rotation, la tactique, la maniabilité. Le F-16 a tout remporté. La victoire du F-16 à Lossiemouth n'était pas une vraie surprise, car 10 jours plus tôt, il avait démontré sa capacité de bombardement avec la destruction de la centrale nucléaire irakienne d'Ozirak près de Bagdad par les Israéliens. Les appareils israéliens basés dans le Sinaï devaient survoler 900 km de territoire ennemi
pour détruire la centrale nucléaire quelques jours avant sa mise en service et pour empêcher l'Irak de fabriquer des armes nucléaires. Les avions israéliens ne pouvaient pas emprunter une route directe car Israël est entouré de pays ennemis et les stations radar arabes, en particulier sur la frontière jordanienne, les auraient aperçus. Les Israéliens auraient pu choisir une route sud, mais ils auraient alors risqué d'être détectés par les AWACS américains basés en Arabie Saoudite. C'est à cause des AWACS américains que ce plan sera également rejeté. Troisième possibilité, mais très risquée, essayer de se faufiler entre les stations radar arabes. Pour appliquer ce plan, les pilotes israéliens se sont entraînés à voler à très basse altitude sur de très longues distances. Ils ont aussi étudié les plans de la centrale nucléaire et ses différentes caractéristiques et surtout l'emplacement du bâtiment qui renfermait le réacteur nucléaire. On s'est toujours demandé quel type d'armes l'armée israélienne avait utilisé pour ce raid. La centrale nucléaire irakienne a été touchée avec une précision telle que certains spécialistes pensent qu'ils ont utilisé des bombes guidées au laser, du même type que celles développées par les États-Unis. On peut voir sur ces images comment ce type de bombe rectifie elle-même sa trajectoire jusqu'à son objectif final. On pense qu'Israël avait mis au point ses propres bombes guidées, mais jusqu'à présent, l'État hébreu a toujours prétendu n'avoir utilisé que des bombes conventionnelles de 1000 kg, et les Israéliens attribuent l'incroyable précision de leurs tirs aux qualités du F-16 et à l'entraînement de leurs pilotes. Le jour du raid, tard dans l'après-midi, 6 F-15 israéliens qui vont servir de chasseurs d'escorte et 8 F-16 décollent du Sinaï. Ils contournent à très basse altitude la pointe sud de la Jordanie et ils observent un silence radio complet. Ils volent en rase-motte en ne comptant que sur leur entraînement et sur leur courage. On a dit qu'ils avaient été détectés par le contrôle arabe au sol et que c'est en parlant en arabe qu'un pilote israélien est arrivé à convaincre les opérateurs radars qu'il s'agissait d'un vol d'entraînement jordanien. On a dit également qu'à un moment, les Israéliens avaient pris de l'altitude et s'étaient regroupés si près les uns des autres que les radars au sol les ont pris pour un avion de ligne. On pense également qu'au moins un des F-16 était un modèle biplace avec à son bord un caméraman pour filmer l'attaque. Après 80 minutes, les Israéliens sont en vue de leur objectif et se préparent à frapper. Les F-15 s'écartent pour couvrir les chasseurs en cas de besoin. Et les F-16 prennent de l'altitude avant de piquer pour attaquer. Les premières bombes atteignent leur cible, les autres suivent. Les pilotes israéliens détruisent complètement leur objectif en moins de 2 minutes avant de rentrer à leur base par une route directe. Le raid de Bagdad a fait la preuve des qualités de bombardier du F-16. Un an plus tôt, les F-16 israéliens avaient démontré leur qualité de chasseurs de combat dans la plaine de la Beka, quand l'artillerie syrienne avait menacé Israël avec des missiles sol-air appuyés par des MiG dernier modèle. Les F-16 israéliens, avec des F-15 Eagle et des F-4, ont abattu les chasseurs syriens. Les MiG syriens ne faisaient pas le poids dans les duels aériens avec les F-16.
Que ce soit avec les Israéliens au Proche-Orient, ou bien avec l'US Air Force aux États-Unis, ou encore aux mains d'autres pilotes des pays de l'OTAN, le Falcon a fait ses preuves en exercice ou au combat. Il représente probablement le plus grand progrès dans le domaine des avions de chasse depuis l'apparition de la réaction. Ces images, prises à la cinémitrailleuse, résument ce que représente le Fighting Falcon. Le Falcon est dans la tradition des Mustangs et des sabres, mais son pilote dispose d'une technologie extraordinaire. Son système de vision tête haute lui fournit en permanence toutes les informations réactualisées dont il a besoin. Le but poursuivi avec le F-16 était le même que pendant la Deuxième Guerre mondiale ou en Corée, la supériorité aérienne sur l'ennemi.